Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Vintage Research, le podcast qui s'adresse aux vieux surtout, enfin aux vieux et aux jeunes quand même, faut pas les connaître, aux vieux, aux anciens, mais bon, on C'est toi le m'appelle vieux. vieux ici, voilà. Merci Gus, oui salut Gus d'ailleurs. Bijoul, comment vous allez? Eh oui, Gus le politique, qui Euh, quand ce podcast sera sorti, peut-être sera dans une certaine mairie, voilà, pour la petite histoire, les petites vies de l'émission. Voilà, bref. oui, je vous confirme, j'ai été élu hier. Et salut Renaud, voilà, le spécialiste vintage évidemment toujours présent quand faut parler des anciens. Salut les gars et salut à tous les auditeurs. Avec son fameux signe de MVP, de MVP, DDP. Voilà. Ouais mais DDP. MVP c'est un lapsus parce que DDP c'est un MVP, voilà. Ah, là tu te rattrapes bien. Bon. C'est Ouais, Sin Cara le MVP, arrêtez. ah, ça y est, on aura fait quand Voilà, même. il est déjà placé, voilà. Ça c'est Que là ça dans c'est le fait. reste du podcast, par Sinka, ça aurait été compliqué, mais bon. Voilà. Mais en attendant quand même, redevenons sérieux un instant, car le sujet sera WrestleMania 6. C'était en 1990. J'étais pas, Ici, il y en a deux qui étaient nés, hein, qui n'étaient pas nés. j'étais pas né. Ah ouais, bon, j'ai failli mettre un petit suspense, j'aurais dit que c'était Renault, hein, mais bon, chacun son truc. Oui, Non, vous êtes trop vieux. Vous êtes trop vieux, les gars, je suis désolé, mais... mais justement, ben ouais, moi je me rappelle, je l'avais vu, pas en live, mais je l'avais vu quand même un petit peu en différé sur Canal+. Et tu Pareil. vois, 6 mois après. Non, même pas. 2 semaines d'après. Donc. Et donc sur ce, on va quand même vous mettre un petit jingle. C'était le jingle traditionnel des theme songs des premiers WrestleMania. Et on vous retrouve tout de suite après à Toronto, au Canada. Donc voilà, de retour au Sky Dome de Toronto, au Canada, dans la région de l'Ontario, le 1er avril 1990. Non, non, pas une blague. 67 618 spectateurs, je les ai tous comptés, là j'ai Tu pris le disais temps. que c'est pas une blague? On verra. Si Hein. c'était une blague. Non, non, mais je veux dire, par exemple, Robert Goulet qui a chanté l'hymne au Canada, parce que forcément là on était dans un des rares WrestleMania au Canada. Il y en a eu un autre un peu plus tard, c'était le 18 je crois, qui était aussi à Toronto. C'est exactement ça. En 2002. Voilà, c'est ça. Donc, Est-ce que Edge était dans la salle? voilà. Il y avait Edge, Christian aussi. Et Oui. la Storm. Et c'était aussi le dernier WrestleMania avec Jesse Ventura à la table, le commentateur avec Goria Monsoon, parce qu'ensuite Exactement. Ouais. Ventura est ailleurs, quoi. Voilà, dans des destinées politiques qu'on les connaît désormais. Et on va passer, je pense, à l'analyse directe de la carte. Il y a beaucoup de matchs très variés, vous allez voir, avec énormément de déceptions, et énormément de légendes, beaucoup de Hall of Famer. Et on va commencer avec Rick Martel qui affrontait Coco Beware, et victoire de Rick Martel après 3 minutes 51. Allons-y, pour Renaud là qui connaît un petit peu. Ouais, alors ça a quand même super mal vieilli. Ça c'est pour le ça, show. c'est ensemble, oui, on va dire. Oui, c'est pour l'ensemble du show. On y reviendra sur pratiquement tous les matchs malheureusement. C'est vrai que ça a pris un énorme coup de vieux malheureusement. Les premiers WrestleMania c'était un peu un fourre-tout, donc on essayait de mettre tout le roster complet dans la carte. Ça fait qu'il y avait des matchs très courts et sans intérêt. Là, le match, oui, voilà, il est un peu court. C'est dommage parce que Rick Martel, c'est un catcheur assez intéressant. Hein. Moi, j'avais bien aimé sa team à Rick Martel quand il faisait équipe avec Tito Santana dans la Strike Force. Oui. Et quelle longévité exceptionnelle, et 26 ans de carrière quand même. Il a Ouais, fini à WCW d'ailleurs, ouais, donc. exactement. Non, c'est Ils un ont grand tous pro. fini à WCW. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Il y en a beaucoup qui sont passés après. Non, mais c'est vrai, franchement. Mais c'est un grand pro, Rick Martel, vraiment. C'est un catcheur pas mauvais dans le ring. Et Pour le là, Rumble d'ailleurs, moi ça a beaucoup marqué. À chaque fois qu'il a participé au Rumble, il a toujours tenu longtemps, et puis il comptait beaucoup sur lui pour animer le Rumble. Hein. ouais, c'est un catcheur. Discrètement parfois, mais voilà, dans l'ombre. C'est un catcheur solide, très pro. Voilà, Ouais, voilà, c'est un travailleur en fait. voilà. Mais là, c'est vrai que bon, ce match, on va pas retenir grand-chose. Non, désolé, hein, mais ça va être un peu ça. Désolé pour les auditeurs, mais ça va être un peu ça toute la soirée là. Moi, je retiens pas grand-chose, quoi. Qui remporte le match par soumission, le Boston Crab. Exact. Oui, voilà.
Et qu'ensuite il sera en rivalité avec Jake Roberts, qu'on verra un petit peu plus tard. Ouais, et puis il avait eu une feud pas mal aussi avec Tatanka en solo. Ça avait donné des bons matchs. Pour Voilà. Martel, hein, je parle. Gus, toi qui connaissais, je suis pas sûr, avec Martel peut-être de nom, mais peut-être pas nécessairement. Ouais, vraiment, mais alors vraiment que de nom, quoi. Oh, toi, D'ailleurs, je me rappelle même plus toi c'était qui qui as vu tous les l'adversaire. Rumble matchs, tu l'as vu beaucoup de fois, mais sans t'en rendre compte vraiment. Ouais, c'est possible. L'adversaire Non, Gus, c'est Coco Biwar, accompagné Ah par oui, Coco Funky. Beware. Bah oui, Coco quand même. Beware. Il y a quand même Coco Beware, en effet. Coco Beware, son d'ailleurs, perroquet. est cité dans la série Psych, au bout d'un moment, dans la saison Sérieux 4. Ouais. Est cité par une nana, D'accord. la classe. Hall of Famer, hein, Coco Biwar. Oui, c'est vrai, en effet. Non, comme Renault, de toute façon, je pense qu'on va troller un petit peu toute la soirée. C'est marrant parce que les trolls à l'époque, ça n'existait pas. Et Non, il n'y avait pas de dirt sheet, oui, effectivement. Non. non, franchement, c'était vraiment naze. Je me suis fait chier pendant 3 heures, quoi. C'est ça qui me fait chier. Ouais, mais attention, faudra développer un petit peu quand même. Oui, non, mais t'inquiète pas, je développerai. Mais là, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol parce que Renault m'avait quand même vendu du rêve pour ce pay-per-view et je me retrouve à regarder ça. Non, franchement, le truc, c'est que voilà, comme a dit Renault, j'ai pas retenu grand-chose. Ouais. Mais juste que là, le perdant, ben, donc, est un Hall of Famer, que le gagnant n'y est pas encore à ma connaissance, ou alors j'ai peut-être... Non, il n'y est pas, Rick Martel. Et qui mériterait prochainement quand même. Hein. Oui, Même si, bon, le même potentiel, si c'est un voilà. grand bosseur, et on le sait que à part les fans méga smart, pas grand monde ne s'en rappelle malheureusement, mais voilà. Non, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus une extraordinaire légende Oui, du monde voilà. du catch. Alors, Mais c'est mais tu me diras, quand on voit beaucoup de Hall of Famer, après tout, il a largement sa place. exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc oui. D'ailleurs, dans le prochain match, bah, il y a du Hall of Famer encore, et un Français. Avec les titres par équipe déjà de la WWF. Rappelons que c'était pas la WWE à l'époque. Et la Colossal Connection composée de André the Giant et Aku, accompagné par Booby Nan. Vous allez entendre énormément ce nom pendant tout le podcast. Qui affrontait Demolition Access Smash et vainqueur Demolition après 9 minutes 30 secondes. Donc qui devenaient ainsi les nouveaux champions par équipe. Voilà. C'était leur troisième et dernière fois d'ailleurs. Et ils sont devenus heal très peu de temps après le match, assez rapidement même. Je dirais même dès le promo, pendant l'entracte presque. Hein. Mais... Voilà. Après un truc malheureux, vas-y Gus, peut-être. Si on va surtout ça. Ouais, on va surtout parler de l'après-match après dans cette Oui, position-là. déjà, ouais. Parce que on a la fin de l'équipe justement Colossal Connection avec André the Giant qui pète complètement un plomb, qui détruit Inaneku. C'est pas plus. Oui, enfin bon, voilà. Encore une fois, il y a pas grand-chose à retenir. Hein. Les Demolition, c'est une super grande. C'était une très très grande équipe. Après bon, ça reste comme a dit Renault, ça toute cette génération-là est très très mal vieillie. Hein. Donc que ce soit peut-être que ce match-là était bon à l'époque. Hein. Donc moi, j'ai pas connu cette époque-là. J'étais encore dans les coucougnettes à mon père, pour tout vous dire. Donc, Moi, c'était un match bon à l'époque. Oui, franchement, ça passait crème. Parce que maintenant, bon, voilà, ça a très mal vieilli. Bon, le travail de Haku, il est assez sympa. Haku, c'est le père de Camacho qui accompagne d'accord. Winnie. Ah oui, de la gigantesque famille samoane là, où il y a Exactement. des ramifications énormes. Oui. Et les Demolition, oui, les Demolition, ils ont toujours travaillé ensemble sur des prises lourdes, Access Smash, et ils déroulaient souvent leur arsenal de prises. C'est lequel qui est décédé d'ailleurs de Demolition? Aucun des deux. Si, il y en a un qui est mort. Hein. Non, Je t'assure que non. Ah non, moi j'ai Non, fait tu le confonds coup une avec fois les de Road Billy Warriors, Kidman, c'est- mais... Ah oui, Non, je non, confonds avec les Road Warriors. Moi, putain. Et c'est Ah, dans les ça Road y est. Warriors. Les Demolition avec les Road Warriors. Oui, mais ça, et là, pour te rassurer, t'es vraiment, mais alors vraiment pas le premier qui confond les Demolition et les Road Warriors. Parce qu'ils Ouais, étaient c'est vrai vraiment qu'ils sont confondus, ensemble. c'était les deux maquillés. Ouais. Et ils de ont le Team même Époque. style, assez bourrin, donc... Mais sinon, pour répondre à ta question, dans les Road Warriors, c'est Hawk qui est décédé, Animal est Ouais. toujours oui. Mais par contre, André le Géant, le pauvre. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Ah ouais. Vas-y, ouais. Ben André le Géant, on voit qu'il est totalement sur sa fin de carrière et qu'il est trop handicapé pour catcher, donc il reste sur le côté du ring tout le match. C'est Haku qui fait tout le match parce qu'André le Géant, c'est juste plus possible pour lui. C'est plus possible. Donc oui, et puis c'est son dernier WrestleMania, André le Géant, dans un match parce qu'il était après intervenu au WrestleMania le 7 Ouais. pour dans un match entre Big Boss Man et Mr Perfect.
Mais bon, voilà, c'était son dernier match là, WrestleMania 6. C'est vrai que c'est terrible. Je sais pas ce que t'en penses, Brosty, mais de le voir comme ça. Ben, c'est ça, oui, on le voit malheureusement. On sait que ben, son physique hors du commun. Hein, vraiment, personne n'aura un physique pareil, je crois, au niveau du catch. Même au niveau humain, ben, malheureusement, a causé sa perte parce que ça a pas tenu, quoi. Donc voilà. On le voit, les pauvres, et il avait de plus en plus de mal à se déplacer. Il a beaucoup souffert sur la fin, voilà, on le sait, bon, qu'il est mort il y a 4 ans après, je crois, C'est un 3 ans après à 93. Paris, donc voilà, ouais. Donc ouais, ben là on voit malheureusement c'est le chant du cygne, c'est ça qui est triste, voilà, dans ce pay-per-view. D'ailleurs, pour l'anecdote dont tout le monde le sait, hein, la WWE a lancé le Hall of Fame justement à titre posthume pour André the Giant. Ça, je le sais, tu vois, j'étais pas né, mais enfin si, j'avais 6 mois, mais je le sais. Oui, quand même. Ah, c'est bien. T'avais déjà retenu à l'époque. Ouais, je savais pas qui c'était, je m'en foutais à l'époque. Hein, ouais. Mec à 6 mois, tu sais. André Pardon, Gio, putain. André Gio. Pas Heureux. André, pardon. Oh, bah, on va enchaîner alors avec le tremblement de terre, mais qui n'a pas vraiment fait sur le ring, Il y en Earthquake. a eu à Los Angeles hier. Pardon. Ouais, d'accord. La plaque Sant Andreas a bougé, alors c'est bien. Oui. Earthquake accompagné par Jimmy Hart qui a battu Hercules ou Hercule, je sais pas comment dire parce qu'il a le S à la fin. Donc, Ouais, dis Hercule. Voilà, ouais, Hercule, Ouais. d'accord. Après 4 minutes 52, ce qui est un match moyenne dans la durée. Donc, Non, il est assez mauvais. il avait eu comme theme song avant la Marseillaise, Earthquake, il me semble. Oh, peut-être possible. Oui. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que Earthquake a complètement été dominé, que sur la fin. Tu confonds aussi, tu confonds avec Dino Bravo. Ah oui, purée, oui, effectivement, oui. C'est que des noms que je connais pas, arrêtez. Non, les mais gars. c'est les Canadiens, moi je m'en mêle toujours, oui, voilà, oui, c'est pour ça. Il est assez récent, hein, Squawk, et ça doit être c'est un de ses tout premiers matchs en pay-per-view, c'est son premier à WrestleMania, il me semblait, donc. Exactement. J'espère que c'était son Déjà. dernier. Alors Squawk, il a connu l'attitude era, puisqu'après il était Golga dans le clan Ouditis, on en avait parlé dans un alors, vintage. c'est- Voilà, c'est- ouais. On en avait parlé dans un vintage, c'était Et le d'ailleurs, vintage à SummerSlam. WrestleMania 17, il était dans le match des gimmicks, là, où, voilà, petit Ouais. foutoir, Oui, la bataille royale. voilà, c'est ça, ouais. Squawk, il a quand même été en rivalité avec Hulk Hogan, puis ensuite, voilà, non, bon, après, le physique, forcément, pas très en mouvement, c'est sûr. Surtout que là, son splash à la fin, forcément, il se retient sans arrêt, c'est un peu, on le voit bien qu'il ne touche jamais l'adversaire, donc, Ah ouais, ça aussi, par contre, ça aussi, avant, c'était dévastateur, mais là, malheureusement, ça aussi, ça a pris des années, cette prise-là. Bon, il avait quand même été champion par équipe avec Typhoon, dans les Natural Disasters. C'était la team surpuissante entre le tremblement de terre et le typhon. ah oui, Rumble, c'était un exploit de les éliminer à chaque fois, c'était vraiment. Ouais, voilà, ouais. Et sinon, oui, que dire, là, encore une fois, c'est court et c'est assez mauvais. Mais Earthquake, franchement, hein, des fois, quand il accélérait, ça pouvait être pas mal. Sa descente du coude, notamment pour un gabarit comme ça, quand il faisait sa descente du coude, c'était bon, ça allait. Mais sinon, là, il y a pas grand chose à dire. Puis en plus, le pauvre, après, il a eu un cancer et il est mort en 2006, je crois. Il avait eu un cancer de la vessie. Et Hercule, sinon, bon, qui est pas un grand personnage, qui a été en rivalité avec Ted DiBiase. À l'époque, il avait été, c'est l'histoire de Ted DiBiase qui achetait les catcheurs et il avait été un de ses esclaves et il s'était affranchi, je crois. Alors, je te dis la vérité, là, moi, je m'en souviens pas vraiment de ça. Moi, j'ai en mémoire ça, oui. Moi, Bon, je m'en souviens de Hercule L'exemple dans... le plus connu, Ouais. c'est Virgil, bien sûr, mais Oui. mais Hercule avant, s'était affranchi aussi. Il avait acheté aussi André le Géant, Teddy DiBiase. Mais moi, je m'en souviens surtout de Hercule dans Power and Glory, quand il avait fait une team avec Paul Roma. Ça n'a Ouais. pas non plus marqué l'histoire, attention, hein, mais je m'en souviens surtout de cette team-là, quoi. Power and Glory. En effet, oui. Et Gus, un petit commentaire. Non, j'ai déjà dit ce que je disais. Hein, j'ai pas grand... comme je te dis, franchement, je suis vraiment pas légitime parce que j'ai pas connu cette époque. Là, ouais, moi, franchement, je compare un petit peu avec le catch d'aujourd'hui, celui d'hier, donc forcément, je peux pas être objectif dans ce que je dis, donc. C'est bien de t'en rendre compte. Oui, non, mais c'est bien. Mais C'est une bonne justement, chose. C'est bien que tu sois bon, là, non, c'est bien.
Non, mais justement, bon voilà, nous et Renaud, moi et Ouais, Renaud plutôt, on a le même regard. Et toi, justement, c'est Mais bien oui. d'avoir quelqu'un qui a un regard justement de fan jeune, qui voit catch ancien, quoi. Oui, enfin, j'avais déjà vu des matchs de catch anciens, et ben, du Non, mais coup, je veux dire, là, quand tu là, parles, là, j'ai l'occasion voilà. d'en parler, quoi. Oui. Ça me plaît pas, enfin, je trouve, tu vois, je le trouve ringard, ce catch-là. Je le Bon, trouve vraiment après, complètement ringard. après, il y a vraiment des bijoux qui ont vraiment pas vieilli. Mais les mecs, quand tu regardes les matchs de Ricky Steamboat contre Ric Flair à la NWA, les matchs, tu peux les voir encore aujourd'hui. Et franchement, c'est vraiment, c'est Ouais, propre, non, quoi. mais C'est magnifique. sans parler de ça, ce que je trouve ringard, c'est dans les tenues, c'est dans les gimmicks, c'est dans... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, voilà, c'est ça tu vois, j'aurais peut-être été à l'époque, j'aurais peut-être pas aimé le catch, parce que le côté ringard de la chose m'aurait peut-être déplu. Là, je peux te dire qu'on y rentrait vraiment dedans à l'époque. Hein. Ah, mais là, c'était complètement ringard. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça, à cause de justement de cette époque-là, que le catch est si mal vu. Là, je suis pas sûr, je te suis pas honnêtement. Hein, mais on peut pas dire que C'est c'était la vie caricatural non plus, mais c'est la vie du jeune qui connaît pas, qui a pas connu cette époque après, qui parle. oui, oui. Bon, après c'est ton avis, bien sûr, mais bon. Et sur ce, on va passer au prochain match alors. Allons-y, ouais. Quatrième match avec Mr. Perfect, le père, bon depuis malheureusement décédé de Curtis Axel, qui affrontait Brutus Beefcake, qui s'est imposé après 7 minutes 48. Pour le coup, une surprise quand même, hein, parce que c'était la toute première défaite, on va dire officiellement, de Perfect à la WWF, il me semble. Il était accompagné toujours de The Genius qui en a pris un peu plein la tête après le match. Non, c'était une surprise. Bon, il avait perdu dans un match enregistré un petit peu avant contre le Warrior, mais qui allait être diffusé après WrestleMania. C'était ça le vice en fait. Donc du coup, tactiquement, c'était sa première défaite, ce qui a apporté beaucoup à Beefcake sur le coup. Le pauvre qui malheureusement a ensuite souffert d'une paralysie faciale. Et voilà, par contre, Perfect, voilà, ça lui faisait 18 mois d'invincibilité. Et puis, il avait été, je crois, précédemment, c'était le dernier éliminé par le Hogan au Rumble. Exactement. Et ensuite, il avait perdu contre le Warrior. Comme quoi, il était vraiment main eventer. Donc, c'est quand même une performance de choix pour Beefcake qui a quand même beaucoup dominé le match. Du coup, malheureusement, on n'a pas pu voir nécessairement énormément la palette technique exceptionnelle de Perfect. C'est sûr, c'est pas le match là qui le met le plus en valeur, je dirais. Bah, ça a pas duré très longtemps, hein. Oui, même si, bon, oui, c'est sûr. Près de 8 minutes, ouais. Ouais, puis Hennig il a subi les prises de Beefcake. Alors c'est un poil au-dessus de ce qu'on a vu depuis le début du show. Je dis bien un poil au-dessus. Même si Perfect, il a quand même tendance à survendre les prises de Beefcake, notamment dans les projections dans le coin où le mec il te fait des sauts périlleux. Hein. Enfin, c'était un peu son truc. Hein. Il avait fait aussi un contre Hogan où il avait gagné par disqualification, où il sautait un peu dans tous les sens. Bon, c'était un peu le truc de Perfect. C'était un très bon catcheur, mais là c'était un peu abusé. C'est sûr que le match il est oubliable, puisqu'il rentre pas dans la catégorie des classiques que Mr. Perfect a fait à cette époque-là, hein, parce que les Mr. Perfect contre Bret Hart, là encore, hein, tu les regardes aujourd'hui, c'est super. Là, c'est pas le cas. Et puis Beefcake, moi, personnellement, je suis pas du tout fan, mais là, c'est vraiment un catcheur hyper limité, qui a toujours collé aux fesses de Hulk Hogan toute sa carrière. Même dans la WCW, après la NWO, c'était le disciple. Donc, bon, voilà, rien à dire sur ça. Notez la fin, je la trouve quand même assez conne, perso. Et puis, pour la petite histoire, le génie qui accompagne Mr. Perfect, le génie de la poésie, c'est Lenny Poffo, qui est en fait le frère de Randy Savage. Oui. Voilà. C'est vrai, ouais. Bonne précision, effectivement, ouais. Navigus? Non. Non, parce que, non, encore une fois, y a rien qui m'a marqué non plus, donc c'est pour ça. C'est ça qu'on va faire à deux, je crois. Non, non, franchement, j'ai fait l'effort de le regarder, mais comme je dis, j'ai regardé quand, vendredi. C'est peut-être dur d'en parler quand tu connais pas trop les gars. Voilà, j'ai regardé vendredi, et franchement, j'ai tenu à être là. Et aujourd'hui, tu vois, non, il y a des trucs que j'ai complètement zappé, quoi. Perfect en lui-même, ça te plaît quand même. Oui, non, à la base. Mister Perfect, oui, à la base. J'ai pas non plus vu des tonnes de matchs de lui, tu vois. Mais c'est pas non plus, voilà, encore une fois, c'est l'époque. Peut-être c'est l'époque qui me bloque vraiment, et peut-être que j'arriverai jamais à regarder un autre WrestleMania de cette époque-là. Et c'est dommage. C'est dommage. Ah ouais. Mais sinon, moi, Perfect,
C'est surtout un gars, j'adorais, qui, dans le sens qu'il animait énormément les Saturday Night Main Event à lui tout seul. C'était un truc de fou, hein. Rien que lui. Et ensuite, il a été commentateur, donc. Exactement, ouais, il s'était blessé au dos assez gravement, donc il était revenu en tant que commentateur. Alors là, je trollais un peu en disant qu'il survendait beaucoup, mais c'est un catcheur excellent, attention, hein, Mr. Perfect, voilà, c'est techniquement parlant, c'est du très très bon. Le mec aurait dû être champion du monde, il n'a pas été. Il y a une petite liste de gars comme ça qui auraient pu être champion du monde, qui n'ont pas oui, été. c'est dingue, Lui, il ça. est dedans, hein. Oh, il a eu le Clairement. titre intercontinental, mais bon, sinon. Ouais. Il aurait mérité effectivement le gros titre. Mais on va passer à la suite avec un match qui s'est fini sur un double décompte. I have a Ouais. bad news. Oui, c'était pas Barrett, hein, par contre c'était Brown. Tout à fait différent, hein, un judoka d'ailleurs à l'origine qui. Par contre, Bruce Lee, Gus, il a envie de se barrette quand il a vu ce match. Ouais, mais Ah j'ai fait- oui, joli jeu de mots, c'est bien. j'ai fait un tweet d'ailleurs là-dessus, je crois. Pendant que je regardais le pay-per-view. Ah merde, j'ai pas vu. Franchement, excuse-moi, J'ai alors dit, copyright. j'ai dit une connerie comme quoi, putain, mais Bad News The Brown, en fait, c'est une copie de Bad News Barrett. Ah oui, d'accord. Alors que c'est complètement l'inverse. Parce que lui, il catch, il est pas sur un perchoir pour l'instant. La gueule. Ben, enfin bref, il affrontait quand même, faut dire, son adversaire, Roddy Piper, qui était le double face là dans ce match. Enfin, il était pas en deux faces et ça a duré 6 minutes 48 et du coup la rivalité s'est tendue un petit peu entre les deux. C'est pas quelque chose d'inoubliable dans la carrière de Roddy Piper qui a été lui main event du premier WrestleMania. Pas avec grand succès parce que il a pas trop aimé Mr. T, mais pour faire référence au Hall of Fame de cette année. Mais bon voilà, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, à part que voilà, Bad News Brown, c'était un judoka d'origine, donc. Piper, son meilleur match sur un plan totalement perso pour moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me rejoindre, c'est son match contre Bret Hart l'année d'après, à WrestleMania 7. Mais Roddy Piper, c'est pas un grand catcheur. Ah, par contre, attends, je vais te couper vite fait. Mine de rien, quand même, il y a beaucoup de catcheurs de l'époque qui ont eu leur plus grand match contre Bret Hart, et ça c'est une réalité. Ah ben c'est clair parce qu'il y a des gars comme ça qui arrivent à bonifier les adversaires. Shawn Michaels en est capable, Bret Hart en est capable, Mr. Daniel Perfect. Bryan en est capable. Exactement. Maintenant, Daniel Bryan en est largement capable. Voilà, il y a des gars comme ça qui arrivent quand tu les affrontes, tu sais qu'ils vont sortir un grand match. Ben voilà, c'était un peu le cas de Bret Hart. Mais là, ce match-là, qu'est-ce que c'est le problème? C'est que c'est deux bagarreurs qui s'affrontent. Deux bagarreurs qui s'affrontent, c'est des échanges de droite. Il n'y a rien d'autre, quoi. Ah oui, c'est Piper, drôle, oui. Voilà, c'est ça. Le problème de Piper, c'est qu'il a construit sa carrière sur son charisme. Donc c'était très bien parce que là, il avait de la tchatch. Au micro, il était excellent, vraiment, hein. Mais par contre, le in-ring de Piper, il en a pas, quoi. Le mec, son in-ring, je sais même pas c'est quoi son finish, quoi, le mec. Je sais pas. Piper, ça a toujours été ça, de toujours. Il a un in-ring vraiment. Ben, on le sait, de toute façon, il est connu pour le Piper Spit, et voilà, c'est. Oui, voilà, c'est ça. Lui, c'est vraiment sur son charisme et sur sa tchatch, quoi, qu'il a fait sa carrière. Et il est énorme, attention, hein, quand il est au micro, Piper, waouh. Ah oui, Là, alors sinon, il a fait un gros segment, hein, là au micro. C'est pas le seul dans ce cas-là. Hein. C'est pas le seul, mais par contre, c'est pas le seul dans ce cas-là, mais ce qui est assez bizarre, Piper, c'est qu'il est dans une liste de catcheurs très populaires de cette époque-là, des mecs qui gravitaient autour d'Hulk Hogan. Et tu citais Piper, mais vraiment pas pour son côté in-ring. C'est ça qui est très bizarre, c'est que Piper, il est connu de beaucoup de monde. Et en fait, si tu parles aux gens, ils savent même pas c'est quoi sa prise, quoi. Piper, il te fait une clé de bras, il te fait une corde à linge vite fait, et des droites, un aveuglement. Bon voilà, je crois qu'il terminait ses matchs sur. Mais il a le droit. Je crois qu'il terminait ses matchs sur une prise du sommeil. Bon voilà. Ah oui, c'est parmi les grands catcheurs à en souvenir aux gens, parce que bah, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est encore acclamé aujourd'hui, évidemment, quand même. Mais Après, s'il est encore acclamé aujourd'hui, c'est mais parce qu'il n'a que pas- il apparaît encore souvent aujourd'hui à WWE pour faire des Piper Spit. Ça arrive encore plus d'une fois par an. oui voilà, et il a le Oui, charisme au micro, voilà. Oui, voilà. Quand C'est pour il est ça un qu'il est peu encore alcoolo, acclamé. comme la dernière fois, il est. Ouais, voilà. Ouais, On a bien vu qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a The Godfather qui avait fait son retour dans un Royal Rumble, ça avait bidé. Hein. Ah ben c'est clair, ah oui non là, ouais, tu peux pas Ça dépend comparer. des C'est gars, sûr. voilà, oui. Non mais voilà, mais en fait parce que c'était un catcheur à part, Roddy Piper, c'est pour ça que les gens s'en souviennent encore de lui. C'est à l'époque on parlait pas au micro, ça se faisait pas beaucoup quoi. C'était pas comme maintenant, hein. Les mecs parlaient pratiquement pas quoi. Ils faisaient vite fait une interview avant match, mais Piper lui c'était un spécialiste de ça. Donc les gens ouais se souviennent plus de Piper pour son humour ou son charisme au niveau micro que pour son côté in-ring quoi. Bah voilà, c'est ce que je voulais dire, ouais, c'est qu'il a pas de finisher identifié, et c'est assez rare parmi les grands catcheurs. Ah ouais.
Vraiment, c'est Ça, je vraiment mets des particularité. guillemets, évidemment, grand catcheur sur tous les sens du terme, quoi, voilà. Pas nécessairement une ring. Donc au final, le Banyus Brown contre Roddy Piper, et ben voilà quoi. C'est très mauvais. À l'image de son pay-per-view. Ah, c'est dur. Et il y a des gens qui ont payé pour ça quand même, faut le signaler. Bah, évidemment, oui. Les pauvres. Et on va essayer de faire aussi court, malheureusement, que le prochain match. Là, on parlait de Bret Hart, mais le malheureux, ça doit être à peu près son pire match de WrestleMania, parce que la Hart Foundation, Bret Hart et Jim Neidhart, le père de Natalia, ont battu les bolcheviks, Nikolai Volkov et Boris Zukov. Hein. 19 secondes. Merci Gus, j'osais pas le dire. Ah, c'est quand même une seconde de moins, parce que Sheamus, Daniel Bryan, hein, donc... 30 secondes de plus. De plus, oui, pardon. Voilà. Oh. C'est le cinquième match le plus court de l'histoire de WrestleMania, sachant que le premier sera dur à battre, le fameux Kane Chavo à WrestleMania 24, qui a duré 8 secondes. Ouais. Ah oui, en effet. Ouais. Non, vous voulez savoir ce que je faisais pendant ce match-là? Bah t'as pas dû En faire fait, grand chose parce que. En fait, si vous savez quoi, en fait, pendant l'entrée des Hart, j'avais faim, donc je suis allé me chercher à bouffer et à boire. J'arrive, le match était déjà fini, ils étaient en train de faire entrer les autres, je fais déjà. Ah, donc, vous voyez déjà Tito Santana, d'accord, oui. Donc du coup j'ai fait arrière, j'ai fait ah oui d'accord, ouais. J'ai rien raté. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce. C'est un squash, donc. Ouais, voilà. T'as la liste, Brousty, des 10 matchs les plus. Non Des 10, les 5, Cinq. les 5 les plus courts. Le deuxième, c'était le Kogan contre Yokozuna à WrestleMania 9, qui a duré 10 secondes. Ouais, mais c'était pas un match qui était C'était prévu. pas vraiment un match, je sais, mais ça a été identifié comme ça à l'arrivée. Et oui, parce qu'officiellement oui, parce que la cloche sonne, mais sinon oui, voilà. Voilà, ouais. C'est bizarre, hein, il y a des matchs comme ça. Après, je l'ai pas identifié en pay-per-view, c'était King Kong Bundy contre Delivery Jones, qui a duré 15 secondes. Ouais, je pense qu'on est au 1 là. Ah oui, c'est bon, oui, je me disais, c'est vrai que Bundy, il en a pas fait des masses, donc oui, c'est possible, oui. Ouais, parce que Mais le 2, le, il a fait mais le 1, j'ai essayé de l'éviter le plus possible de mémoire, c'est pour ça. Ouais, ben c'est ça, c'est le 1. Et ensuite, Sheamus Ryan, donc WrestleMania 28, qui m'avait fait rage quit le pay-per-view en live. Mais l'Art Foundation, ils ont gagné 2 titres de champion. Précédemment, c'était quand même une grosse équipe. Ouais. Y a pas à dire. Bon, malheureusement, là, on peut pas en dire plus sur ça. On espère dans un prochain numéro vous détailler un peu plus. Ah oui, non, là c'est juste pas possible, désolé. Non, voilà. 9 secondes, on peut pas. Voilà. On vous fera un Survivor Series avec le fameux Screwjob, tu vas me parler. Screwjob. Ah oui, il faudrait y passer un jour, oui. Mais en attendant, on va passer à The Barbarian, qui était accompagné par Bobby Heenan. Je crois qu'il va falloir en parler, oui, de Bobby Heenan. Encore? Eh ben, la Heenan Family, en fait, il avait son clan à lui. Ah donc oui, il y une avait énorme écurie de beaucoup catcheurs. Voilà, vache. On n'a pas fini la liste encore dans la soirée. Donc. Ouais, en plus, ouais. Et puis que de bon, enfin que de bon. Non, pas nécessairement que de bon, mais quand même, il y a un paquet quand même dans l'eau. Ouais, c'est clair. Ah, le prochain que je vais faire, le prochain où il apparaît, ce sera vers la fin. Ah, waouh. Enfin bref. Il est ravissant. Il est ravissant. Ah oui. Ouais, d'accord, j'ai compris. Et ça c'est la bonne surprise du pay-per-view. Vous verrez à la fin quand même. Il n'y a pas que les mauvaises nouvelles. Et donc The Barbarians, il me semble que c'est alors, si je me trompe pas, c'est l'oncle de Lady Tapa qui est là, une knockout à TNA actuellement. Je me trompe pas. C'est pas son père? J'hésite, oncle ou père. Et dans cette famille, j'ai du mal alors. Je suis pas un spécialiste INA, mais j'aurais dit. J'ose pas dire qu'ils sont consanguins, mais le problème c'est que... Tu peux le dire. Hein. Non, mais le problème c'est que si, en fait, ils sont vraiment consanguins en plus dans on dit tout dans cette radio. C'est pas pour cracher, ils sont vraiment consanguins en plus dans cette famille, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, il a battu Tito Santana en 4 minutes 33. Bon, ouais, Tito Santana, c'est pas le Tito Santana qu'on a nécessairement connu avant. Non, c'est La clair. grandeur de champion intercontinental, par exemple. Voilà. Ah ouais. Non, là, ça n'a rien à voir. Encore une fois, on est déçu parce que le match, bon, il est court. D'un côté, des fois, on est content aussi que le match soit court, hein. Parce que quand on voit les mecs faire leur truc, franchement, le barbare, voilà, quoi. Là, c'est le face qui domine. Rien, il a fait quand même une bonne équipe, hein. Les Powers of Pain. Ah, les Powers of Pain avec le Warlord. Ouais. Ça a été une bonne équipe. Puis après, il était dans les Faces of Fear aussi avec Aku, qui se faisait Ming. C'était, la famille, aussi, hein. C'était assez destructeur. Mais là, voilà, le barbare, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il prend les coups, le face domine, donc Tito Santana, il domine. Le barbare, il encaisse les coups, puis après, il se prend le coup du marteau mexicain, c'est la prise le finish de Tito Santana. Et Bobby Heenan met le pied du barbare dans les cordes.
Puis le barbare revient après ça, avec sa flying clothesline, qui elle, quand même, était belle, c'est vrai, pour l'époque, en plus. C'était assez rare, hein, d'avoir une corde à linge de la 3e corde. Et elle est bien portée. Ah oui, bien Et, fait le finish. C'est ce qu'on oui. retient du match, sinon. C'est ce qu'on retient du match, parce que sinon, c'est encore une fois oubliable, les amis. Vraiment. Eh oui, la longueur est petite, et puis le génie de Bobby Heenan, toujours, alors lui, peut-être pour moi le meilleur manager de tous les temps. Là, je me Pour moi, oui. direct. Non, pour moi, oui. Poleman. Ah, pour moi, c'est T'as pas vu Bobby. Bobby Heenan, alors. Poleman. Paul Heyman exceptionnel, mais Bobby Heenan, Exceptionnel, Paul Heyman. dans l'histoire de la WWE, Bobby Heenan, c'est le meilleur. Arrêtez, c'est Poleman. Gus, un petit commentaire éventuel ou toi qui étais revenu pour ce match donc. Allez, Gus. Allez, Gus. Allez, Gus. Sur le barbare. Non, pas plus non plus. D'accord. Après, j'ai surtout regardé Dusty Rhodes contre ça. Ah oui. Ah bah oui, je pense que t'étais sensible au charme de Sapphire, par exemple. Sapphire, quand Saphir, ça s'écrit, mais Sapphire, qui était associé à Dusty Rhodes et qui ont battu Randy Savage, qui était accompagné par la sensationnelle Queen Sherry. Mais il y avait Miss Elizabeth aussi. Oui, qui est arrivé. Ah non, qui est arrivé à la fin, ouais, voilà, enfin, vers la fin, quoi, je dirais à peu près. Et qui est venu, elle était plus du tout avec Randy Savage. Donc victoire de Dusty Rhodes et Sapphire après 7 minutes 52. Premier match mixte de l'histoire de WrestleMania, il n'y en a pas non plus 130, je dirais, mais non. Bah il y en a eu un il y a pas si longtemps que ça. Oui, mais sinon avec comment elle s'appelle Snooki, John Morrison. Snooki, voilà. Ah, ouais. C'était à WrestleMania 27 avec Edge, tout ça, ouais. C'est bien, vous avez de bonnes références, ça fait plaisir. Notez l'ironie. Queen Sherry, quand même, elle a eu très expérimenté. Elle est excellente. Elle a eu le titre féminin. À l'époque, elle luttait contre Fabulous Moolah, qui était une des grandes catcheuses. Ouais, elle était excellente. Puis elle a managé Shawn Michaels aussi. Exactement ce que j'allais dire. Elle a managé Shawn Michaels, elle a managé les Harlemites, Ric Flair. C'est vraiment, à la WCW, elle était là aussi, elle rentrait des fois dans les matchs, elle intervenait et tout. Non, elle donnait toujours du sien. Elle était cool. Moi, j'aimais bien, chérie. Elle était cool. Ouais, par contre, c'était pas la meilleure période de Dusty Rhodes. C'est lui-même qui l'avouait. Il avait pas trop aimé, déjà comme elle était habillée un petit peu, là, avec des trucs à pois, jaune et noir, là, enfin. Ah bah ouais. Il l'a dit, assez souvent dans des interviews après qu'il avait pas trop apprécié cette époque. Donc, je le comprends. Après, il y a beaucoup de comédie wrestling forcément dans ce match, donc c'est inévitable. Hein, donc voilà, Sapphire qui était la manager, c'est en fait de Dusty Rhodes. Exactement, ouais. Elle a fait un court passage, hein, elle est pas restée longtemps. Mais ouais, là elle était avec Dusty Rhodes. Disons que c'est pas, là encore c'est pas un bon match. Encore la foule réagit, donc c'est des catcheurs qui ont une aura. Et puis Randy Savage, c'est pas là que vous allez le voir faire ces énormes prises. Ah bah c'est clairement le plus mauvais match de Savage à WrestleMania. Hein. C'est clair, hein, parce que quand tu vois son match contre Ricky Steamboat à WrestleMania 3 ou même son main event contre Hogan à WrestleMania 5, voilà. Là, c'est pas le même Savage, hein. Puis même son match contre Ultimate Warrior l'année d'après était pas mal. Là, non, là, c'est bon, c'est du booking fantasy un peu rigolo, disons. Et puis c'est ultra face, donc Savage fait pas beaucoup de prises. C'était un peu comme tu parlais tout à l'heure pour Mr. Perfect, qui faisait pas beaucoup de prises. Ben là, c'est le cas aussi pour Savage. Mais le point positif, s'il y en a un à trouver, c'est que les personnages, ils intéressent les gens. Donc il y a une bonne pop à chaque fois. Mais là, ouais, tu viens de toucher le point négatif du show, c'est que justement, les grands catcheurs qui étaient heal, justement, n'étaient pas autorisés à montrer leur palette. Et ça, c'est un gros problème du catch de l'époque. Ouais. Là, c'était vraiment PG Era de chez PG Era. Donc, à mort. Et encore plus quand c'est WrestleMania, quand c'est ces shows-là. Donc la famille vient entièrement, les gamins sont là pour voir Dusty Rhodes frapper le Macho King, parce que c'était le Macho King à ce moment-là quand même. Petite précision. Oui. Il avait remporté le King of the Ring. C'est vrai que bon, là je dis Randy Savage parce que ça parle plus au genre évidemment, mais c'est quand même un des grands palmarès. Il a à peu près tout gagné, donc. C'était le deuxième derrière Hulk Hogan dans les années 80, hein, clairement. Vraiment. Ouais. Ah oui, c'était énorme. Ça a enflammé la WWE d'ailleurs. Leur association, leur rivalité. Ah oui. Gus, je confirme. D'accord. Bon. Non, à partir de là, moi, je n'ai plus rien vu. Par contre, j'ai juste vu le main event. Il faut m'excuser, je n'ai pas trop le temps. Je n'ai pas trop de temps pour moi. Déjà, j'ai réussi à me libérer ce soir. C'est juste fabuleux. Bon, bah ça va. T'as rien à dire sur Saphir, par contre? Non, c'est bon. Je m'abstiens. Oui, ok. C'est Elisabeth.
Ah, là, je m'abstiens pas, par contre. Ah, cool. À l'époque, c'était une belle femme. Ah oui, malheureusement, qui nous a quittés depuis, mais... Ah, elle est morte? C'est une blague ou pas? Ah non, je savais Ah vraiment non, pas. c'est pas. Ouais, elle est bien sûr. Elle a fait une overdose chez Lex Luger. Ah, ça m'étonne. Chez Lex Luger. Ouais. Oui, bon. Celui-là aussi, ça devient un petit peu récurrent, hein, dans les vintage. Alors qu'il apparaît pas. Ah non, elle est morte chez elle, d'après son Wikipédia. Elle est morte chez elle, dans la Oui. maison qu'elle partageait avec Lex Luger. Oui, voilà, oui, elle vivait chez. Oui, c'est ça que je voulais dire. Elle était en couple avec Lex Luger, donc elle vivait, oui, avec Luger. Oui, oui. C'était pour, ouais. Elle était mieux à Randy Savage, je pense. L'Orient Express, ce n'est pas une aventure d'Hercule Poirot, hein. Fallait la faire, je suis désolé. Fallait la faire, c'est Sato et Tanaka qui étaient associés avec le fameux Mr. Fuji qu'on a connu ensuite, manager. Avec Yokozuna. Ah bah oui, surtout. Ah, bien, Gus, très très bien. Et quand même. Ah, quand même, ouais. Oui. Non, je déconne, mais oui, évidemment. Je sais qu'il a battu Bret Hart dans le main event officiel de WrestleMania 9. Eh oui. Et le paradoxe, c'est que Tanaka n'a jamais été un japonais, mais un hawaïen. Ouf, on s'en fout. Hein. Petite différence, quand même, hein. Tu sais, comment il s'appelle, Sylvain Grenier, il n'a jamais été français, mais il a été québécois. Oh putain, ça. Non, mais tout à l'heure aussi, on a un bel exemple. Enfin bref. Voilà. Et grosse surprise, ils ont battu les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty par des comptes à l'extérieur. Marty Jannetty littéralement piégé par le nombre de vis, notamment de Mr. Fuji. Donc ça a duré 7 minutes 38, là, la durée moyenne de ce, grosso modo les matchs de ce pay-per-view, je dirais. Durée haute. Qu'à là tu pensais donc Renaud? Bah, c'est au-dessus de ce qu'on a eu depuis le début. On a tellement eu du mauvais. Et les Rockers, c'était une bonne team. Donc moi, j'ai trouvé le combat bon. Malheureusement, le booking de fin n'est pas bon. Ah oui. C'est dommage. Ah mais là, le décompte extérieur, il tombe. Décompte. Donc, Ah oui, non, de faire un décompte à l'extérieur comme ça, franchement, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais le match en lui-même, ouais, il est vraiment pas mal, franchement. Hein. Les Rockers, c'était une bonne team. Hein. Ils étaient en avance sur leur temps. Leur affrontement contre la Hart Foundation ou les Bulldogs, au pluriel, oui. Et les Brainbusters, c'était des petits bijoux à l'époque. C'était vraiment des très bons matchs. Là, c'est un match assez propre. Et puis la Team Orient Express, je trouve qu'elle bosse bien aussi, donc ouais, ça donne du bon. Et puis le booking de fin, malheureusement, ouais, ça tombe mal. oui, mine de rien, les Japonais, ou assimilés Japonais qui ont lutté à la WWE, dans l'ensemble, ils ont fait leur taf. Et ils sont rattrapés un peu de fois à chaque fois, mais ils ont fait leur taf quand même. Surtout Sato, moi j'ai bien aimé, qui est très expérimenté et ouais, qui avait bien le vice puro, je dirais. Moi qui aime bien ce catch puro, voilà, c'est pour ça. Bah, je te rejoins totalement. C'était oui. Donc à choisir là, si vraiment vous devez faire un choix, je pense que c'est le. Ah oui, déjà dans les matchs par équipe, il y a pas photo, c'est le meilleur de la soirée. Ouais, c'est le meilleur. Ouais. Après, c'est pas non plus. Non, attention, hein. Ah, c'est clair. Pas de le regarder nécessairement non plus. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Et donc, on va passer à la suite. En parlant justement d'assimiler. Tu nous donnes pas mon avis. Eh ben, tu nous as dit que t'avais pas vu. Je sais, c'était une chercher. Oui. Parce que je prends mon temps de parole, tu vois. Et Michaels avait trahi Marty Jannetty en décembre 91. Donc c'était arrivé après. Pas longtemps après. Ouais. Un an après, hein. Un an après, oui, quand même, oui. Pas très longtemps, ça va encore. Mais c'est vrai qu'à force, Marty Jannetty, évidemment, placé dans la position de celui qui perdait, qui se prenait le pin ou se faisait piéger, là, comme là, ça a agacé Michaels. Et puis, enclencher le Michaels qu'on connaît depuis, voilà, qui a fait sa carrière. En solo que un certain Verpa d'Euro n'aime pas. Mais, on va passer à la suite, avec, Axo Jim Duggan, qui affrontait Dino Bravo. Ouais. C'est le seul truc que je dirais. Et en face, c'était la Marseillaise donc qui retentissait. Voilà. Avec Bravo quand même. Alors, là, rien d'un Québécois. Ou alors, j'ai dû louper un truc. Parce que c'est un anglophone, en fait, italo-anglophone. Comme Santino. C'est la même origine. Voilà, je crois que j'ai cassé un trouvé là. Il était accompagné par Jimmy Hart et Earthquake. Hein. Voilà, c'était la petite écurie. C'est pour ça que ça m'a... un Italien. Oui, Canado-Italien. J'ai mort au Québec. Oui, très bien. Et Jimmy Hart avait accompagné Earthquake dans le match de Earthquake? Oui. Non. Bah si. Si, je crois, hein. Ah si, Jimmy Hart, il est pas discret. Désolé. Pardon, en effet, ouais. Ah mais en plus, non, il est vraiment pas discret, Jimmy Hart. Je suis désolé, on l'entend avec son mégaphone.
Et victoire de Jim Duggan après 4 minutes 15, un match avec zéro contenu, et puis un vice énorme de Jim Duggan qui s'est servi de son bâton pour frapper Dino Bravo dans le dos de l'arbitre et faire le tomber. C'est quand même marché un petit peu Squake, faut pas déconner. Voilà. Ouais, c'est hyper mauvais. Ah, c'est vraiment, alors, on dit que c'est nul depuis le début. Alors là, c'est hyper, mais alors hyper mauvais. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non. C'est, les mecs font des enfourchements, des close lines mal portés. Faut le faire quand même, hein, à ce niveau-là. C'est de l'ariaté. Ouais, non, mais c'est, ouais. Ah oui, pas mal. C'est bien. Les coups de bélier tout pourris, non, c'est terriblement mauvais. Hein. Jim Duggan n'a jamais su catcher, Dino Bravo non plus. Ils ont mis un contre un. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, Jim Duggan, dans l'histoire, c'est quand même le premier vainqueur du Royal Rumble, bien sûr, mais sinon, oui. Ah oui, après, il a eu plus d'aura dans sa carrière que Dino Bravo, ça c'est clair. Mais Oui, bon, en plus, avec son personnage, évidemment, de patriote, forcément. Ouais, forcément, voilà, avec son fameux madrier. Bon, on enchaîne, et mine de rien, parce qu'il y a eu pas mal de matchs, et on est au 11e avec, PAC. Ouais, mais c'est pas le junior, hein. Oh merde. C'est le vieux, hein. C'est bien, C'est le senior. Hein. C'est déjà bien, on va parler de Ted DiBiase, quoi. Eh oui, le Ted DiBiase, plein de pognon, accompagné par Virgil, qui défendait sa $1 million belt contre Jake Roberts, qui entre Hall of Fame cette année. Victoire. Intronisé par qui? Je me demande qui ça peut être. Ça commence par DP. Attends, c'est intronisé par The King of Bada Bim, Bada Boom, Bada Bang. Merci, les gars. DDP, qui a fait l'éloge l'éloge de Zack Ryder, tout récemment, d'ailleurs. Voilà. Ça casse l'ambiance, d'un coup. Ah oui. Et pour revenir, donc, la $1 million belt, qui a pas été défendue, 106 fois, a été conservée par DiBiase par décompte à extérieur. Exactement, je vais te le dire. Hein. 11 minutes 50. Je dis quand même la durée. Oui, c'est ça. Ça, c'est une ceinture qui te tient à cœur, Gus. C'est sans le oui, c'est la ceinture de DiBiase, quoi. Elle a été reprise forcément par Ted. Mais c'était la première fois, il me semble, qu'elle était en jeu. Et... Alors, elle a été mise en jeu exactement. Alors non, c'est pas un titre qui comptait pas. Non, ça compte pas. Attention, hein. Ouais, mais là, sa page Wikipédia, donc. Oui, d'accord. Le mec. Oh, la référence. Ah, j'ai ma page Wikipédia. Non, mais là, c'était Roberts qui était en rivalité avec DiBiase, donc, voilà, pour essayer de lui prendre, son bien le plus cher, le plus représentatif de sa richesse exubérante. Ouais, Bruce, c'est deux catcheurs, c'est quand même deux stars de l'époque, là. Ah là, oui. Voilà. Un top heel et un top face, oui. Exactement. Là, on a deux grandes stars de l'époque qui s'affrontent. Bon, c'est pas un mauvais match, hein, c'est un petit combat assez sympathique avec un Jack Roberts hyper over vis-à-vis du public. Malheureusement, encore une fois, hein, on va le dire, mais c'est le booking de fin qui gâche tout, quoi. Il y a encore un décompte à l'extérieur dans ce match-là. Ouais. On a encore un décompte à l'extérieur. C'est l'accompagnateur qui joue toujours un rôle, forcément, donc. Virgile. Bah ouais, évidemment. Après, je c'est crois pas nécessairement sa faute, mais non, il se prend un slam à l'extérieur, je crois, par. Voilà. Et puis ensuite, il y a DiBiase qui met la deuxième lame du coup, et puis voilà. On le sait, DiBiase a toujours été un vice-lard de première, lui, c'est pour ça que très grand heel, vraiment. Très grand heel, ouais. Vraiment un grand vice-lard qui a adoré frustrer, mais qui là, en a fait la démonstration, je dirais, dans ce match. Et malheureusement, Roberts, il a sorti Damien, le serpent, mais un peu trop tard, parce qu'il aura couru après, il n'a pas pu le recouvrir sur DiBiase comme il faisait à chaque fois à ses victimes. Donc ils sont partis en courant, il aura cavalé derrière avec Damien dans les bras. C'était beau. Oui. Et puis sacré Damien d'ailleurs. Ouf. Ah oui. Belle taille quand même. Et tu sais qu'après, Roberts, quand il était passé il était accompagné d'un cobra royal. Et là, ça faisait vraiment peur. Franchement, ça faisait peur. Même lui, il prenait des gants. Et le cobra royal avait mordu Macho Man Randy Savage dans les cornes. Ça, c'est une image que vous pouvez retrouver encore sur YouTube. C'est chaud, c'est une image forte, oui. C'est une image très très forte qui avait marqué à l'époque. Le cobra royal qui mord le bras de Savage. Ah ouais, mais ça dénote quand même d'une certaine prise de risque aussi à l'époque, vraiment. Ah ouais. Et les animaux entraient en jeu, carrément. On a eu le perroquet plus tôt, bon lui, Frankie. Il est là, mais quand même. Maintenant, imaginez quand même des bêtes qui traînent dans le coin, non. Le dernier à avoir été accompagné par un animal à WWE, je me pose la question. Je me demande si c'est pas René Dupré. Non, c'est Finlay avec Ansonel. Oh. Et un point pour. Non, c'est pas Jim Duggan, mais c'est Je dirais que c'est René Dupré avec Fifi, le canif. Oui, arrêtez, celle-là, elle était bonne, quoi, les gars, merde. René Dupré, évidemment, la résistance.
Oui, oui. Ah, et Fifi, effectivement, oui, et la Marseillaise encore une fois, oui, effectivement. Ouais, qui n'était pas dans ce WrestleMania 6, c'est Fifi, mais donc voilà, bon, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à préciser? Sinon, donc, Jeff Roberts fera logiquement l'entrée la plus attendue, je dirais, du Hall of Fame. Oui, oui, oui. Ouais, le gars qu'il a introduit, comme tu as déjà dit, mais voilà. Ouais, ouais, non, Et mais qu'il a sauvé de l'alcoolisme, mais dans lequel il était encore plongé il y a un an, ouais, donc. voilà, c'est aussi pour ça qu'il introduit, il faut quand même préciser, parce que sinon les deux sont pas croisés dans leur carrière. Mais DDP l'a totalement sauvé, Roberts le dit. Donc de l'alcoolisme, même des drogues, hein, parce que Roberts il prenait aussi beaucoup de médoc et tout. Et depuis qu'il est chez DDP, ça va beaucoup beaucoup mieux. Et DDP a pris patience avec lui pour en arriver là. Donc c'est très bien que ça soit lui qui l'intronise, ça va être beau hein, à voir. Mm. Et puis c'est logique pour la carrière à Roberts aussi. Ah oui, bah là quand même, à force, on se dit, oui, voilà. Ouais. Là, je suis étonné d'ailleurs, oui, voilà, il était temps, oui. Limite, ils allaient attendre sa mort à ce rythme même. Mais en fait, je pense que le mec il avait tellement de problèmes, il était tellement C'est à ça l'ouest. aussi, ils attendaient qu'il soit complètement débarrassé de Voilà, maintenant qu'il est bien propre ses sur lui. soucis, donc voilà. Ouais. D'ailleurs, Scott Hall, il est pas Hall of Famer, si? Non, malheureusement, mais là Non, aussi, pas encore. Ouais. là aussi, doit pas Prochainement, tarder, il je pense. pourrait, prochainement, il pourrait, du coup, alors. j'espère bien. Ouais. En parlant justement d'un gars aussi qui a été sauvé par DDP tout récemment ben pareil. Mais encore plus dur, hein, Scott Hall. Oh là là. Ouais. Mais voilà, ben, c'est très bien quand même. Donc victoire du Hill, c'est très bien par la façon de parler. Ça frustre un peu la foule. Du coup, Bah ouais. et on passe ben, avec un Tant face mieux, c'est peut-être et deux anciens partenaires hein, qui s'affrontaient. The Big Boss Man qui affrontait Hakim. Après donc 1 minute 49 très rapide, victoire de Big Boss Man qui venait ben, en fait de se mettre à dos donc Hakim et Slick le manager d'Hakim en Ouais. ayant refusé l'argent de Ted DiBiase il me semble. C'est ça. Et donc voilà, il était passé à la barrière hyper face, ultra acclamé vraiment, hein. C'était impressionnant. Hein. Ouais, ça marchait bien pour le Bossman à ce niveau-là. Ouais, le contenu du match, on va pas pouvoir en parler encore une fois. C'est un squash. Hein. Oh, y a rien à dire. Par contre, leur team, j'aimais bien. Franchement, quand Ah ils oui, étaient les ensemble, Towers, ouais. les Twin Towers, c'était quand même pas mal. Hein. Ah oui. Notamment un bon affrontement contre la Heart Foundation, qui était pas mal. Mais sinon, là, y a pas grand-chose à dire encore une fois. On va quand même dire que Slick, pour les plus jeunes, vous l'avez vu, c'est celui qui a marié Daniel Bryan et AJ. Oui. Voilà. Donc on l'a revu. Mais c'est même lui qui avait marié Kane et Lita, je crois. Ah, je crois aussi, ouais. Ah, c'est le Ouais, gars qui est c'est chargé le- des mariages je à cherchais Druid encore un truc plus c'est récent. ça, oui. Ouais, voilà, ouais. Et sinon, le Bossman, lui aussi, qui a connu l'Attitude Era, on en parlait tout à l'heure pour pour Earthquake. Le Bossman qui était carrément dans la corporation de Vince McMahon, qui était très proche de lui dans l'Attitude Era, qui avait un gros rôle, qui a été champion hardcore. Ah oui, qui a duré très longtemps, hein, quand même. Ah, Et Hakim, lui, c'était le One Man Gang, hein, avant d'être Hakim, oui. catcheur très solide. One aussi. and Band. One Man Gang. C'était Isletter. Gang, pas band. One Man Ça Gang. va, les gars, je fais des blagues. Je sais, mais celle-là, elle est de mon niveau, c'est-à-dire. Oh, ça va. Non, mais t'inquiète pas. Bon, elle est pas terrible, non, parce que la Ravishing Rick Rude qui a... Ah, il parle pas du concert. Quoi? Ah, Bruce Lee parle pas du concert du Honky Tonk Man. About back the rain, fade the wind. Si t'as envie, ouais, d'accord. Non, parce que je voulais préciser que c'était DDP au volant de la voiture. Ah oui, Voilà. oui. C'est c'est DDP au volant de la On a voiture. tellement pas DDP avant que là... Ouais, non, je vais saouler Ah. les gens, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'il conduisait les voitures à l'époque, oui. Oui, voilà. Et puis il y a le cousin Luke et Butch qui sont venus tout détruire dans le concert du Honky Tonk Man. Et oui, Mais- les Schwalker, Voilà. effectivement. Vas-y. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai, c'est très bien de mettre quand même, on a des grands groupes là maintenant qui sont, enfin des grands groupes, enfin, déconnons pas. On a une partie musicale maintenant à WrestleMania, à l'époque c'était Honky Tonk Man, c'était quand même pas mal. Ça envoyait. Oh yeah. Bah, c'est vrai que celui qui avait fait un concert à SummerSlam, là, que c'était pourri. Ah, le gars avec la Rudolph. guitare. Kevin Rudolph. C'est Oh. lui la star. Non, mais il y en a qui peuvent aimer, on faut respecter Chacun les ses goûts. Voilà, c'est ça. Chacun ses goûts. On fait des bonnes musiques, quand même, hein, au milieu. Et donc, on va revenir à Ravishing Rick Rude. Ça fait plaisir de le redire, ma façon, non. Accompagné par Bobby Heenan, et donc, qui fait ses bons shows, à ma foi, le brave Heenan. Qui a affronté et battu Jimmy Snuka après 3 minutes 59, un match pas bien long, bon, qui a juste montré la grâce de Rick Rude, qui éclabousse littéralement à tous les niveaux, lui. Absolument incroyable, une des plus grandes stars
tout court de la WWE, je dirais. Ah oui, Ouais. non, mais là, j'y vais. Mais alors, j'y vais des mais superlatifs. Hein. Ouais, Et un des plus méconnus du grand public, alors qu'il a inspiré énormément de catcheurs. Ouais. T'as bien raison, exactement. Ouais. Dolph Ziggler s'inspire de lui. Il y en a beaucoup qui s'inspirent de lui. C'est un match là c'est au-dessus de ce qu'on a eu aussi au niveau du rythme. Même si Snuka est un peu sur la fin lui, de son côté. Ah oui, bah, et oui, là, il souffre beaucoup là. C'est plus. Ouais, lui il souffre beaucoup, mais c'est vrai que Rick Rude, Il a lui, après, il se fait complètement enterrer. Et voilà, hein, c'était. bon, c'est assez court le combat, hein. Mais c'est tout de même assez fluide, donc ouais, c'est Enfin, par rapport à la il se fait soirée. enterrer. Je précise que il avait affronté ensuite l'Undertaker l'année d'après, donc. Ouais. Rest in peace. Même s'il est toujours vivant, hein, déconnons pas. C'est surtout Rest in Peace pour Rick Rude en fait. Quoi? Pardon? C'est surtout Rest in Peace pour Rick Rude en fait. Oui, voilà, c'est clair. Ouais, Puisque Rick Rude est décédé malheureusement. C'était en 99 d'une hypertrophie cardiaque. Hypertrophie cardiaque, pardon. C'est ça, exactement. il mériterait vraiment, il est Hall of Fame ou pas, lui? Non, malheureusement, lui, il n'y est pas, mais il y a eu des il mériterait de rentrer dans le, il a été qu'une seule fois, champion intercontinental. Ouais, c'est ça, mais par contre, Rick Rude, il a pas construit sa carrière sur les titres, il a construit sa carrière sur la qualité in-ring, sur un personnage. Il y en avait qu'un de mec comme ça. Et c'est vrai que les matchs de Rick Rude, ses combats contre Perfect, contre Bret Hart, contre Michaels, contre Sting, contre Steamboat, c'est des combats énormes, Et puis ça feud aussi contre Ultimate Warrior, on en parlera après. Oui, voilà, bah oui, c'est ça, dans la foulée d'ailleurs, hein, ça suit, hein, avec, voilà, ça suit, et non, avec un summum à SummerSlam, Exactement, ouais. Non, c'est un catcheur très très intéressant, hyper doué et qui manque vraiment au catch. Et puis en plus, le mec a quand même été dans la DX, à la création de la DX, puis après avait rejoint la NWO à la WCW. Il a été dans les deux clans, comme X-Pac. Sauf que lui, il avait vraiment été dans la DX de départ avec Shawn Michaels. X-Pac, quand il est arrivé dans la DX, Michaels s'était déjà blessé. C'était pour la petite précision. voilà. Mais c'est vrai qu'il a eu une carrière finalement trop courte à la WWF. C'est ça qui est dommage, voilà. Mais le tandem Bobby Heenan, Rick Rude, alors ça c'est. C'était magique, hein. Charisme catcher, charisme manager, là c'est le summum. Moi j'ai jamais vu ça, là jamais. Non, jamais. C'est vrai que c'était vraiment le haut du là, panier. C'est le summum absolu. Non. Je défie quelqu'un de me citer un assemblage pareil. Malgré que j'en ai adoré d'autres, il n'y a pas de problème. Mais là quand même, c'est impressionnant. Ouais. Donc là, oui, si vous voulez voir, même si c'est pas un combat inoubliable, vraiment, le charisme saute tellement aux yeux, c'est assez impressionnant quand même. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas un combat inoubliable. Rick Rude en a fait des beaucoup mieux, mais ça se laisse quand même regarder, et puis on peut voir tout le talent de Rick Rude, donc non, c'est cool quand même. Bien. On va voir à l'œuvre là dans le main event son futur adversaire, comme on commence à en parler. Ultimate Warrior, qui était le champion intercontinental et qui affrontait Hulk Hogan, le champion. Qui était champion de la WWE. C'est ça. F. Ouais, WF, ouais. Oui, mais c'est pareil. Non, à l'époque, attention, c'était pas Entertainment, c'était Federation. Et donc, les deux titres étaient en jeu. Hein. C'était la première fois, il me semble, le cas. C'est ça. Pour la première fois le cas. Et donc à l'arrivée, Ultimate Warrior s'est imposé après 22 minutes 51. Ben oui, vous ne rêvez pas, la durée est absolument exceptionnelle. Le double du plus long match des 13 précédents, c'est absolument incroyable. Mais c'était le match attendu de la foule, donc sans surprise. Et donc l'Ultimate Warrior qui était ressorti de WrestleMania avec les deux titres. Et évidemment, le titre intercontinental avait été mis vacant le lendemain. C'est très très bien, merci Gus. Ah voilà, on va retrouver Gus pour l'analyse, c'est parti. Oui. Ah bah voilà. Comme ça fait depuis longtemps, on va y aller avec. Ouais, grave. Mais je l'ai vu, j'ai regardé le match juste avant de commencer le pod. Non, franchement, j'ai passé un bon moment. Ah. Ouais, bizarrement. Bon, après, j'ai vu que avec WrestleMania 30 qui arrive, WWE 2K14 avait donc retracé tous les plus grands moments de l'histoire de WrestleMania, et ça en fait partie. Parce que le Warrior, ça reste le Warrior, ça restera toujours au final le futur Hogan, hein. D'ailleurs c'est dommage parce que sa carrière aura pas été flamboyante. Mais pour en revenir au combat, c'était assez sympathique. Ça a duré 22 minutes, personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Donc ouais, j'ai quand même passé un bon moment, hein. Juste la fin qui est abusée et les lariatés du Warrior qui sont vraiment assez gênants, mais sinon, globalement... C'était mort à la fin, surtout. Non, mais c'est vrai, je déconne, mais il était en nage, Hogan, quoi. Au bout de 10 minutes de match, il ne pouvait déjà plus le mouiller. Et c'est pour ça, 22 minutes 51, c'est un sommet pour eux, parce que ce sont des catcheurs qui étaient habitués à
Enfin, les longs matchs c'était quand ils étaient à plusieurs, sinon ils étaient pas habitués à des longueurs à ce point, surtout le Warrior. C'est là La aussi que- gimmick du mec qui se tue déjà dès son entrée, quoi. Ah bah ouais, Déjà lui, mort de fatigue dès son le mec entrée, quoi. il court dans l'entrée. Alors, en plus quand il court dans le Skydome, voilà quoi. Mais Ouais. ça en revient à ce que je disais dans les podcasts d'avant là qu'on avait fait. Quand je disais que les premiers WrestleMania ils étaient construits sur Hulk Hogan, c'est vraiment pas des blagues. Je veux dire, je dis Ouais, pas il ça faisait dans tous la les bulle main par events, rapport. oui. C'est vraiment ça. C'est lui il faisait tous les main events. Et, t'as vu le temps qu'il a là et t'as vu les matchs qu'on a eu juste avant. On sent que les matchs juste avant c'est du bouche-trou. Bon, on fait passer le roster jusqu'à ce qu'on attend enfin Hulk Hogan. Même si là le Warrior était aussi très populaire. D'ailleurs c'est un match, c'est le premier WrestleMania où on a un face contre un face en main event. Il y en a eu depuis, HBK contre Bret Hart à WrestleMania 12, le Rock contre Austin à WrestleMania 17. Warrior contre Cena. Exactement, j'allais le citer très récemment. On a eu aussi Cena contre Shawn Michaels à WrestleMania 23. Bon voilà. Mais sinon, ce qui est bien dans ce match, c'est que malgré que ce soit deux big men qui n'ont pas non plus 50 000 prises, ça raconte une histoire. Là, C'est un ce match. que j'allais dire, c'est plutôt ça. C'est pas nécessairement la qualité in ring, c'est plus le scénario qui est. C'est exactement ça, c'est le scénario. Le match raconte une histoire. La foule prend vraiment ces deux faces qui s'affrontent. C'était vraiment très 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 rare à l'époque. Qu'il y ait deux favoris de la foule qui s'affrontent. Et là, la foule est là et elle est vraiment à fond. Oui, la quoi. foule elle est dedans, mais carrément. C'est peut-être ce qui rend le match aussi intéressant. Je pense, parce que si le Warrior venait heal, ça aurait pas été le même match. Clairement. Et là, qu'il y ait deux ceintures en jeu, plus deux faces, ça a vraiment marqué le truc. Et puis ce qui est bien, C'est ça qui nous a évité le titre intercontinental aussi, il faut dire qu'il valait pas, il valait pas rien à l'époque. Hein. c'est C'était ça. un titre vraiment très très convoité, quoi. C'est exactement ça, t'as tout à fait raison. Mais ce qui est bien aussi, c'est que la WWE, elle a préparé l'Ultimate Warrior à cet affrontement contre Hogan. Hogan, il était établi, lui, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'était la superstar du catch à l'époque. Mais le Warrior, quand il arrive, il est arrivé à la fin des années 80, il est devenu champion intercontinental une première fois en 87 en battant le Honky Tonk Man, c'était au Très SummerSlam. rapidement, oui. Ah oui, en plus, voilà, c'est ça, ça a marqué. Et puis après, déjà, on va en revenir à lui, mais il avait eu une feud avec Rick Rude. Et d'avoir une feud avec Rick Rude, déjà, à ce Ça- moment-là, Ça te monte, hein. et oui, ça te monte pour le titre intercontinental, déjà d'avoir affronté Rick Rude, le mec, ça lui a apporté une certaine aura, quoi. Ça l'a bonifié. Donc, et puis, parce que Rick Rude, lui, avait déjà bossé avec Hogan, et il avait déjà bossé avec Jack le Snake Roberts, par exemple. Donc, c'était très bon pour le Warrior. Et ça fait que le Warrior, il est venu pratiquement sur la même longueur d'onde que le Hogan. Et c'est ça qui a été très bien fait de la part de la WWE. Il n'y a pas beaucoup de technique, c'est clair, il n'y en a pas du tout même, mais ça reste un très grand match pour ça. Ça a été très bien fait. Et oui. Vraiment. Et sinon, dans l'histoire, Oui, puis une il y avait fois, quand c'est même bien un certain bouclé, arbitre aussi. Ah oui, il y avait Lemner, ouais, qui s'est pris encore des coups comme d'hab. Et ouais. Ah, les bumps d'Erlemner, c'est toujours génial. Et bon, là, ça passe café crème, mais c'est pas comme d'autres scandales dans le futur, bien sûr. Non, là, ça passe très bien. Et puis, puis en plus, Rick Rude Ultimate Warrior, pour revenir à lui, quand il avait battu Rude, il avait battu André le Géant juste après. Donc, il avait battu André le Géant. À partir du moment où il a battu André le Géant, le Warrior, il s'est installé dans la catégorie Main Eventer. Ah oui, non, parce qu'André Géant, malheureusement, dans ce pay-per-view, le pauvre, c'est la fin, mais c'était un passe-droit, hein, vers le main event directement, hein, donc. C'est ça, exactement. Donc, quand il a battu Rick Rude, qui après il a battu André le Géant, bon, bah, il pouvait toucher Hulk Hogan. C'était un peu ça le truc. Par contre, oui, après, il a pété un câble, l'Ultimate Warrior, malheureusement. Oui, grosse tête. En même temps que tu te fous sur la gueule avec la famille McMahon, là, quand même, t'es mal barré, quoi. Et pourtant, le gars, quand même, l'année d'après, il a fait la carrière de Randy Savage, et donc, dans un match carrière. Ouais. Enfin, il a mis fin entre guillemets parce qu'après il est revenu à WCW, quoi, le type. Oui, j'ai dit, mais fin au Savage de la WWF, quoi. Oui, parce que bon, la carrière, tu l'as fini dans une fédération, mais tu la recommences dans une autre, on le sait. Oui. Puis même, tu peux très bien lui mettre fin dans une fédération et la reprendre dans la même, hein. Oui, Oui, c'est un peu le cas de Terry Funk et de Ric Flair, c'est les spécialistes. Oui, voilà. Ah oui. Oh, ben, le catch, c'est être amnésique quand il faut, y a pas de souci avec ça. Bon, après, Ric Flair, heureusement qu'il a vraiment arrêté, là, parce que c'est plus possible. Ah, Il a compris que c'était fini, quoi. Ouais, quand tu dépasses à 60 ans, ça va. Oh. Notez quand même que le Warrior aura fait un retour après. Bon, il avait perdu après son titre. Oh non, Renault. Si, il avait perdu son titre contre le Slaughter au Royal Rumble 91. Oui, tu veux pas que suite à l'intervention de Savage, ceux qui avaient enclenché leur match à WrestleMania. Ouais, c'est ça exactement. Mais t'as pas envie qu'on parle du retour en 96, c'est ça? Ça fait mal, hein. Ah ben il avait battu le jeune. Hunter Hearst Helmsley. Ouais, Triple H. Oui. Ensuite, il s'était Dans bien un foutu sur la gueule encore. WrestleMania, Ça avait été nul. C'était dans un squash match, donc c'était pas vraiment un vrai match et ça C'était avait au duré 12, ouais. quelques secondes, donc. Ouais, mais toi, t'as eu le plaisir de le voir encore pire que pire. C'était à la WCW. Moi, j'ai eu encore l'occasion de le voir pire que pire que pire. C'était en 2008.
à Barcelone en Espagne. C'était un match, sur Direct 8, c'était commenté par Alex Del Perrier. C'était la New, une fédération italienne, je crois, italo-hispanique, et il affrontait Orlando Jordan, et c'était pitoyable. Ah ouais, parce que son passage, comme tu dis là, que je l'ai connu à la WCW, je peux vous dire, hein, ils ont retenté de nous faire un Hogan Warrior à la WCW, c'était en 98, Eh ouais. et ça a été une catastrophe totale. Ah oui, mais d'ailleurs, attends, parce qu'en Vraiment. 98, après cette catastrophe, en plus, il demandait beaucoup trop de pognon, et puis du coup, Oui. voilà. Oui. Et il est parti, et ensuite, pendant 10 ans, il a rien fait, il a fait un truc de merde, il était champion de la fédération dont je viens de parler, et il s'est ridiculisé littéralement, là, contre Orlando Jordan, et puis voilà, c'est sur ça qu'il a arrêté. Il a jamais su gérer correctement sa carrière, c'est ça le problème. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Et Moi, je sais pas, le là, mec, il a atteint il son a pété summum. du rythme. Là, on revient sur WrestleMania 6, il a atteint son summum, mais vraiment. Ah oui, là, c'est le match de l'Ultimate Warrior. S'il y a un match à voir, il y en a des très bons contre Rick Rude, hein, on a dit. Celui contre Macho Man, il est pas mal aussi l'année d'après à l'autre WrestleMania, mais s'il y a vraiment un match marquant de l'Ultimate Warrior, c'est celui contre Hogan. Ah, c'est un match 5 étoiles, hein, de toute façon. Voilà, c'est le match où il devient champion intercontinental plus champion de la WWF. Bon, voilà, c'est le summum, quoi. Et c'est un Hall of Famer cette année qui sera introduit par Oui. Linda McMahon. Ah, c'est fou, ça. Ben parce qu'il s'était pris la tête avec Vince McMahon surtout et pas vraiment avec voilà. Linda en fait, hein, au final. Donc c'est avec Ouais, Vince mais c'est qu'il a quand eu même des une très image gros problèmes. forte. C'est quand même Je sais une pas, image je l'aurais forte. bien vu, je l'aurais bien vu être introduit par Hogan, quoi, aussi, ça aurait été intéressant. Et Mon Dieu, d'une année mon sur Dieu. l'autre, c'est pas la même chose. L'année dernière, on avait Bruno Sammartino qui était en gros conflit, mais c'est plus idéologique et qui s'est rabiboché. Ben là, dans un autre genre, c'est aussi un rabibochage en quelque sorte. Même si C'est- Ultimate Warrior, on le sait qu'il a moins d'influence, bien sûr. Tu sais Gus que l'Ultimate Warrior et Hogan ils sont en froid depuis des années mais comme pas possible Oui, avec. mais c'est pour l'histoire, après. Non non, je t'assure Pour que le fait historique. ouais mais je pense que Hogan en plus là récemment il a dit que lui il était prêt à enterrer l'âge de guerre, à lui serrer la main ce soir-là pour pas tout ruiner. Mais l'Ultimate Warrior est allé dire des choses sur Hogan mais c'est juste dingue. Donc bon. Donc le mec a complètement pété un câble. Ils avaient sorti un DVD, hein, la WWE sur lui où il le descendait, mais tous, pratiquement tous, quoi. Jim Ross, Bobby Heenan, tous les gars qui étaient interrogés. Le DVD, c'était pas le sujet, la chute du Warrior, quelque Ouais, chose The comme ça. Self-Destruction of. Ouais, voilà, l'autodestruction. Ouais. Ouais, l'autodestruction. Ils ont sorti ça, ils l'ont descendu en flèche, quoi. Tu mates le DVD, le mec se fait littéralement descendre. Et on peut Ouais, trouver où, faut ce dire DVD? qu'en Je peu de pense que tu temps, peux le trouver sur YouTube même, hein. Enfin, Ouais. je pense, hein. faut dire qu'en peu de temps, il a Lost eu les titres et puis voilà. En sous-titré ou pas? Non, pas en Ah, sous-titré. putain. Et là, ils vont ressortir pour la petite histoire, ils ressortent un DVD avec des compilations de matchs. Là, ça a rien à voir. C'est pas pour le casser justement, c'est pour profiter du Hall of Fame et se faire un peu de thune Oui, sur parce que c'est lui. vrai que là, évidemment, on était obligé de parler après de son autodestruction, effectivement, par son caractère, mais là, oui. Comme tu l'avais dit précédemment, il a quand même fourni quelques combats de qualité. C'était pas vraiment le meilleur in-ring, mais Non. bon, il arrivera à quelques-uns, raconter une ouais. histoire, donc. Ouais. C'était ça son atout surtout, voilà, qu'il a fait arriver au sommet quand même, est quand même validé par la victoire contre le Kogan. Mais sur ce, on va passer aux notes, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Non. Allons-y les notes, alors sur 10. Alors, la note de Gus, attention. Mais franchement, en étant objectif, non, justement, moi je peux pas être objectif, donc niveau qualité, c'est pas du tout bon, quoi. C'est du 2, quoi, sur 10. Parce que on retient pas grand chose, et encore, heureusement que on a ce Hogan Warrior qui sauve le tout, parce que sinon je pense que j'aurais mis 0, ouais. C'est du 2, quoi. Allons-y avec la note de Renault. Ouais, je rejoins Gus, hein, parce que c'est très dur de voir un pay-per-view comme ça maintenant. Si on l'aurait fait, peut-être qu'à l'époque, oui, si on l'aurait fait à l'époque, on aurait peut-être pas noté pareil. Si on était des gars, voilà, en live à l'époque. C'est pas le cas, donc non, mais ouais, 2 pour le main event et puis pour la prestation très rapide de Rick Rude, qui est pas assez longue malheureusement. Et puis un petit combat sympa entre les Rockers et les Orient Express, mais rien de mémorable, quoi. À part le main event. 1-2. Ah, c'est moi qui vais avoir la plus grosse note, c'est bien. 3. 3 parce que ouais, voilà, pour un petit peu pour les raisons que t'as dites, mais sinon c'est vrai que c'est pas possible d'aller dans la caricature à fond comme là on a vu du heel contre le face qui détruit complètement les contenus des matchs, et où il y a plus du tout l'intérêt dans le contenu du match, où t'as juste le résultat qui compte et rien d'autre. Ouais, je te rejoins, ouais, c'est vrai. Et c'est ça le problème comme tu le dis, des WrestleMania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin, bon voilà.
Ouais. Pas tous, je vais pas tous les citer. Attention, hein, je dis pas que c'était le problème unique, je déconne quand même, parce que Warrior Hogan, quand même, c'est un vrai combat. WrestleMania 3, il y a du vrai combat aussi, par exemple. Donc, ouais. C'est pas non plus que de la merde en boîte, hein, mais ouais. C'est sûr que c'est dommage, là. Il y a tellement de Hall of Famer, de gars qui ont marqué, mais qui n'ont pas eu l'occasion de montrer ce qu'ils valaient vraiment, là, dans Mr. T? Non, je sais pas, à WrestleMania 6, là. Mr. T, c'était à WrestleMania 1, à WrestleMania 2, effectivement, oui. Qui sera Hall of Fame aussi, effectivement, c'est vrai. Qui l'introduira d'ailleurs, Mr. T? Piper. Eh oui, sachant que les deux, ils étaient rivaux, ouais, parce que Et match de boxe à WrestleMania 2. voilà. Et Puis le match WrestleMania 1. voilà. Ouais. En croisé, voilà. Hulk Hogan, ben, on en parlait, qui faisait le main event avec Mr. T contre Orndorff et Piper. Roddy Piper, pour la petite histoire. Mais donc la moyenne est de 2,33. Wow. Non, mais faut bien en passer par là, hein, mais Ah bah oui, on avait prévenu que vintage, ça voulait pas dire qu'à chaque fois on allait tomber sur on allait pas faire les meilleurs. Non, parce que c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Le but c'est de se replonger dans l'histoire, quelle que soit Voilà. la qualité du show. D'ailleurs, on essaiera de faire Heroes of Wrestling pour MP, là, parce qu'ils nous le demandent. Ouais, même si à différence de ce WrestleMania, Heroes of Wrestling n'a rien marqué. Alors que là, quand même, il y a eu quelques tournants. Hein. Il y a eu des invincibilités qui ont pris fin, quand même la fin avec le premier double champion. Ouais. Quelques trucs quand même. Puis je crois que c'est le premier pay-per-view à l'étranger aussi pour la WWF. C'est pas rien. Ah oui, moi c'est le premier pay-per-view que j'ai regardé, donc ouais. C'est sûrement ça, ouais. Mais je veux dire même, ils sont venus au Canada, quoi. En plus, oui, voilà, oui. Donc, je pense qu'on peut refermer la page. Cet épisode vintage avec les partenaires, avec FN Lutte, Vox Catch, où je retrace un petit peu la carrière de Ultimate Warrior et avec Darren aussi des différents Hall of Famers de cette année, avec la délicieuse Lita, Mr. T, Jake Roberts, donc dont on a parlé aussi, et Paul Bearer, le Warrior, bien sûr, dont on a parlé aussi, bien sûr. Et j'oublie Carlos Colon aussi, le père de Carlito et Primo. Est-ce que c'est Diego ou Fernando? J'ai du mal, moi, avec ça. On va dire Primo, hein. Ouais, et puis c'est Diego, de toute façon, je peux t'assurer. Voilà. Et c'est l'oncle de Fernando. D'accord. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il sera introduit par ses fils. Mais donc voilà. Ensuite, la Wrestling Evolution League. Est-ce qu'il y a, je suis pas sûr que je suis actuellement l'actualité, mais bon. Si, j'y suis toujours. Ah d'accord. Ils ont sorti la WrestleMania, je crois, non? Ils sont en train de préparer la carte, mais la demande pas parce que je suis pas ça par contre. D'accord. Mais à suivre donc parce que. Ouais, il y aura un live comme d'habitude. Ce sera vers quand? Ce sera avant ou après WrestleMania? Je crois que ce sera un petit peu après. Un petit peu après, bon, ça tombe bien. Alors par rapport à la sortie du podcast. Et vous pouvez nous retrouver. Non, voilà. Avant, j'ai parlé d'Instant Catch quand même. Bon, il reste quand même quelques combats à voir hein, sur les chaînes, donc allez-y. Le site Catch Asylum, Révolte, la radio de Kevin. Et vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Ça a été mis à jour. Ça a été mis à jour par MP, impeccable. Le Tumblr aussi d'ailleurs, impeccable. Qui recense tous nos podcasts. Vous pouvez les retrouver depuis 2 ans. Presque tous. Depuis 2 ans. Parce qu'on a perdu les tout premiers malheureusement et on est dégoûté. C'est vrai que ça fait depuis un peu plus de 3 ans maintenant qu'on aimait, mais c'est vrai que bon, on va dire tous depuis 2 ans. Malheureusement, c'est vrai qu'au début aussi, il y avait une grosse équipe aussi. Et nous écouter donc sur YouTube peut-être en ce moment ou sur Archive et nous retrouver sur la page officielle Facebook Wessos Radio entre parenthèses officielle, le Twitter @Wessos Radio ou nous écrire à wessosradio@gmail.com tout attaché, minuscule, et voilà. Donc, vous avez peut-être aussi tout dernièrement écouté le podcast Pré-WrestleMania, voilà, c'est la saison WrestleMania. Dimanche prochain, là je parle évidemment, bon c'est un petit peu en décalé par rapport à quand on enregistre, mais quand le podcast sortira dimanche prochain, c'est donc WrestleMania à Châty avec près de 6 heures de show, donc 2 heures de pré-show là. Ça il y aura 2 heures de pré-show, ça fait beaucoup. Hein. Ça nous fera une grosse analyse, je crois, à faire. Hein. Ça fait beaucoup, franchement, 2 heures de pré-show. Enfin, ils vont repasser en boucle. Déjà qu'une heure on se fait chier, alors imagine 2 heures quoi. Ah, ils vont repasser en boucle les histoires, ça va parler, ils vont repasser l'histoire, ils vont repasser. Peut-être Hall of Fame, ils vont en passer quelques. Oui, voilà. Ouais. Fame qui aura lieu la veille comme d'habitude.
Il sera en direct sur le network d'ailleurs. C'est pour ça peut-être parce que WrestleMania sera en direct sur le network, leur premier pay-per-view de la WWE sur le network si je m'abuse. Donc, Et Ajus et Chéro seront en direct de là-bas aussi. aussi. Oui, mais on On sait espère pas les s'ils voir seront avec une table. ou, Là, c'est la cerise sur le gâteau s'ils ont une table. Clair. ou s'ils seront en studio dans le stade. Je sais pas. Eh ouais, mais ce serait impeccable du coup parce qu'il y aura table Ce sera pas la table des commentateurs espagnols qui pètera, ça sera la table des commentateurs français. Ça serait énorme, n'empêche. Ce sera en direct sur AB, hein, donc petite pub quand même aussi. Voilà, le tout ce sera En direct ou toujours en différé de petit quart d'heure Non, malgré le fait qu'il ouais, soit là-bas? c'est en direct à partir d'1h15 il me semble. Ouais, il y a toujours quand même le diffé. Ah, Ce qui est- mais ils vont, tu sais quoi, je les sens pas avoir une table. Pour moi, ils seront quand même dans le stade, oui, mais en loge, Parce que c'est pas la même chose que décalé. Mais ouais. Célien Varini et Grigoridis qui avaient une table, c'était Écoutez, s'ils ont une Ça table, ça c'est arrive à neuf. halluciner. Ah. Déjà, ils sont là-bas, c'est énorme. C'est clair, c'est Ah oui, clair et net. Ah oui, par rapport à l'année dernière, c'est un grand changement parce que l'année dernière, c'est vrai que les pauvres Ils sont dans un petit c'était studio à la con, dans le groupe AB. Ouais, voilà, ouais. Non, c'est énorme. c'est bien et puis on espère avoir Christophe Ajus Un jour. voilà. Enfin bref, ben, on va vous laisser avec le thème du Warrior. Vous l'avez déjà écouté précédemment, c'était parce que c'était un des nouveaux personnages de WWE 2K14, il me semble. Et Je sais pas, peut-être, ouais, je sais plus ce qu'on avait mis. Si, je m'en souviens, c'était le podcast Money in the Bank. et donc c'est la star du Hall of Fame, enfin derrière DDP évidemment. Et ben, c'est la star donc de WrestleMania 6. On espère que vous avez apprécié quand même. Bon, même si c'est pas vraiment le contenu lui-même. Bah ouais, désolé les amis, hein, on a fait de notre mieux. Là. Bon, mais faut avoir un avis objectif. Franchement, c'est. Enfin, Ouais, désolé pour mon incompétence des années 90. Bah ouais, t'étais patronné, donc ouais, forcément. Ah non. Alors, J'étais dans les coupougnettes à mon papa, comme j'ai dit tout à l'heure. ben on vous dit ben à la prochaine pour un prochain vintage. Ben ce sera oula, rendez-vous à l'été. Ce sera. On sera en live aussi pour le podcast, pour les deux podcasts C'est vrai, qui parleront de WrestleMania. On sera en live. on a été en live pour le podcast. On a été en... Et on sera en live donc pour le podcast d'analyse de WrestleMania. Ouais. avec. Ben avec, on verra. Et ben on vous dit à la prochaine alors avec tout plein de podcasts et n'hésitez pas à réagir. À ciao. Ciao, ciao, zoubi. Salut les amis.